Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie Bergaud. Je suis la directrice du projet de soutien aux femmes entrepreneurs à l'École des entrepreneurs du Québec. Je devais aujourd'hui recevoir, comme vous le savez, Geneviève Grandbois, qui est une entrepreneure extraordinaire. Malheureusement, comme parfois dans l'entrepreneuriat, elle a eu un empêchement ce matin qui l'empêche d'être ici ce midi. Fait qu'on lui envoie plein de belles énergies pour régler les choses qu'elle devait régler aujourd'hui. Puis, comme bon entrepreneur, on se revire de bord et on trouve quelque chose à faire pour pouvoir vous voir ce midi et discuter avec vous. Donc, mais avant que je passe à la présentation d'aujourd'hui, Geneviève avait eu la gentillesse de faire tirer un coffret chocolaté que vous avez sûrement vu passer sur nos médias sociaux. Donc, malgré son absence aujourd'hui, on va faire tirer le coffret. Donc, mon équipe a déjà tiré la gagnante. La gagnante, c'est Yolande Gosselin, qui dit « Ma grand-mère sera très contente de déguster ses produits. Je partage avec Thérèse de Bellefeuille. Merci pour le beau concours. » Donc, Yolande, ça nous fait vraiment plaisir que ce soit toi qui gagne le coffret. Nos équipes vont vous contacter directement pour la suite des choses puis pour que vous puissiez le recevoir. Puis j'espère que votre grand-mère sera plus qu'heureuse de déguster ces chocolats-là avec vous. Ils sont extraordinaires. En même temps, je profite de ce moment-là pour vous dire que ce n'est que partie remise pour Geneviève. Donc, on va avoir la chance de la voir le 19 janvier, qui sera notre prochaine rencontre, donc la première de l'année. Celle d'aujourd'hui, c'est la dernière de l'année, donc on est excessivement contente de la terminer aussi avec vous. J'ai la grâce et le bonheur de vous présenter deux membres de mon équipe. Alexandra, qui est en charge de notre parcours Vendre pas à pas, et Kyriam, qui est en charge de notre parcours Partir du bon pied. Toutes les deux font partie de notre équipe de 6 personnes dans la stratégie féminine. Je suis vraiment choyée de travailler avec des personnes aussi extraordinaires. Cynthia, Émilie et Jeanne, je vous nomme quand même si vous n'êtes pas à l'écran. Et sachez que je vous aime tout autant. Fait que ce matin, juste pour que vous compreniez la petite histoire, là, ce matin, on a eu l'annulation, ça ne fonctionnait plus finalement. Fait que là, elles se sont... Est-ce que je devrais dire précipité, proposé ou comme... Dévoué. Dévoué, oui, c'est le bon mot. Dévoué pour venir jaser avec moi d'entrepreneuriat. Vous allez voir, on a une super belle discussion aujourd'hui. On s'est demandé ce matin de quoi on pourrait bien vous entretenir d'intéressant. Puis le sujet qui est ressorti, c'est le flexipreneuriat. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le flexipreneuriat, c'est... ce qu'on appelait anciennement de l'entrepreneuriat à temps partiel. On a revu, grâce à la SADC de Shawinigan, le terme pour flexipreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la réalité. Il ne s'agit pas de temps partiel. Là. Celles qui le vivent et ceux qui le vivent, vous savez très bien que c'est plutôt une accumulation d'un travail, d'une entreprise et des fois même d'une famille. Donc, on n'est pas dans du partiel ou très rarement. Puis en plus, c'est aussi parce que ce n'est pas toujours aussi tranché de je fais, par exemple, ce qu'on appelle entre guillemets une vraie job. Donc, j'ai une vraie job et à côté, j'ai un projet d'entreprise ou une business qui roule. Flexi parce que c'est multiple, c'est plusieurs choses, c'est très différent. Il y a des entrepreneurs qui choisissent de rester à temps partiel, comme on le dit. Puis, il y a des entrepreneurs qui, elles ou eux, vont éventuellement faire le choix. Fait que je vais commencer par vous laisser vous présenter, là, parce que moi, il y a plein de monde qui m'ont vu déjà. Fait que, Kyriam, veux-tu commencer à te présenter? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici, même si c'était un petit peu improvisé. Moi, je suis conseillère en démarrage d'entreprise à l'École des entrepreneurs. Ça fait 4 ans en octobre que j'accompagne les entrepreneurs qui démarrent leur entreprise, donc qui sont au stade de l'idéation, de structurer le projet, de mettre ça sur pied, peut-être de rédiger un plan d'affaires. C'est ça, je suis super contente aujourd'hui. Là, on va en parler un petit peu plus, mais il y a beaucoup de gens qui démarrent leur projet en mode flexipreneur. Donc, c'est quand même une thématique là, avec laquelle je suis habituée là, de côtoyer les entrepreneurs. Donc, bonjour tout le monde.
Merci, Kyriam. Alex, je te passe la balle. Oui, merci Steph pour cette superbe opportunité parce que même si c'est de la dernière minute, moi, c'est mon sujet de prédilection, le flexiprenariat, évidemment. Donc, moi, je suis formatrice parmi mes multiples casquettes. Je lance un peu la chose comme ça, mais je suis formatrice à l'École des entrepreneurs depuis août dernier. Moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir rejoint l'équipe de Stéphanie. Stratégie féminine, c'est génial parce que les entrepreneurs au féminin, moi, c'est mon circuit depuis plus de 16 ans maintenant. Donc, je suis à la bonne place. Puis, je m'occupe, des ventes. Hein, alors, à l'école, ça veut dire quoi le parcours vente pas à pas? Ça veut dire, tu as eu Kyriam avant, ton plan d'affaires est fait ou ton BMC est fait, tu es prête à vendre ou tu as déjà vendu. Bref, tu n'as pas encore atteint ton seuil de rentabilité, c'est-à-dire que tu t'es pas encore versé un salaire. C'est le moment de venir chez moi. On va en parler. On va atteindre cet objectif-là. Moi, c'est un peu ça à l'école. Donc, ravie d'être avec vous les filles aujourd'hui. Merci toutes les deux de votre présentation. Ça m'a fait réaliser que vous êtes, pour l'une, la ressource la plus ancienne dans mon équipe et pour l'autre, la ressource la plus nouvelle dans mon équipe. Puis là, je dis dans mon équipe, ma collaboratrice Jeanne est celle qui est rentrée la première dans la stratégie féminine, mais celle qui a le plus d'ancienneté à l'école dans toute notre équipe, moi y compris, c'est Kyriam. Et celle qui en a le moins, c'est Alex. Fait que ça, c'est très drôle. Alexandra a un peu mis la table en disant, tu sais, l'une de mes multiples casquettes, ce que nous, on trouvait aussi intéressant, c'est, vous le savez, j'en parle de temps en temps. Moi aussi, je suis flexipreneur. Alex est flexipreneur. On a une business en parallèle de nos organisations, de nos travaux, de ce qu'on fait à l'école. Puis Kyriam, elle en côtoie très souvent parce que la SADC a fait des recherches dans les dernières années sur le flexiprenariat. Puis une des choses qui est ressortie, qui était quand même excessivement intéressante, là, c'est que dans la TAL 18-35 ans, c'est 91% des entrepreneurs, tous genres confondus, qui se lancent en affaires par le flexiprenariat. Donc, alors qu'on pense souvent que pour être entrepreneur, il faut sauter sans aucun filet, puis tout abandonner le reste dans notre vie, les statistiques nous prouvent que de très, très rares exceptions vont faire ça de cette façon-là. Fait que, peu importe les raisons, hein, que ce soit parce que tu vis encore chez papa, maman, puis que tu peux te lancer en même temps que d'étudier ou d'aller de travailler, que ce soit parce que tu as déjà un métier ou un travail, puis que tu souhaites lancer un projet en parallèle. Il y en a tellement qui se sont lancés dans un petits sidelines qui ont fini par prendre beaucoup d'ampleur, hein, on le voit au quotidien. Il y en a d'autres, c'était justement pour faire un changement de vie. Si jamais je pouvais changer de job, je ferais X, Y, Z, puis il se part quelque chose. Il y en a certaines qu'on côtoie qui ont parti quelque chose, puis qui sont encore à cheval entre les deux. Hein. Dans le 91% dont on parlait tout à l'heure, il y a 50% d'entre elles ou d'entre eux qui vont tomber ce qu'on appelle à temps plein dans leur organisation après. Le 50% restant, en fait, c'est pas forcément parce que l'entreprise ne fonctionne pas. Moi, je connais des flexipreneurs qui ont des employés à temps plein dans leur organisation puis qui, elles, continuent d'avoir une job en parallèle. Soit des fois par sécurité, puis ça, c'est un choix personnel, soit parce que ça les interpelle profondément puis qu'elles ont besoin. Moi, je dis que c'est deux côtés de ma personnalité. Ça ne répond pas au même aspect. Fait que c'est super intéressant. Puis en parlant de flexiprenariat, ça nous amène, puis on va commencer là-dessus, là, ça nous amène aussi à vous dire, rappelez-vous, l'entrepreneuriat n'a pas qu'un seul visage. Hein, ça a des tonnes de visages différents. Tu peux le faire comme tu le souhaites et le mettre à ton image. On voit d'ailleurs de bien belles réussites lorsqu'il y a un bel alignement puis que les gens respectent ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont là, dans la stratégie féminine. J'aimerais commencer par une question à Alex. Là, tu disais, ça fait 16 ans que tu fais, ton dada, c'est l'entrepreneuriat féminin. On a su, parce que tu viens de dire et ce que j'ai dit, que tu étais flexipreneur. Oui. Moi, je serais curieuse de t'entendre sur, qu'est-ce que tu fais en parallèle de l'école? Hein? Parce que c'est vraiment ton dada, cet aspect-là. Puis deux, pourquoi? Parce que là, je vais vous mettre les questions clichés, hein? Les questions clichés. Mais pourquoi, Alexandra, se casser le bicycle avec une job et une business? Dis-nous.
Mais j'aime bien, j'adore cette question, on me la pose tout le temps. Non, et moi-même, j'arrive à me la poser. Hein, parfois, quand ça va moins bien, je me la pose aussi. Pour répondre à la première question, donc qu'est-ce que je fais en parallèle? Moi, je pense que dans la vie, je ne devais pas être assez occupée. Donc, j'ai choisi effectivement, il y a un mot qui résume l'idée générale de pourquoi j'ai une deuxième, on va y venir, mais qu'est-ce que j'ai comme entreprise en parallèle? C'est Slasheuse Academy, c'est mon bébé. C'est ma quête de sens. Donc voilà, donc j'ai la chance de former les femmes pluriactives, on les appelle pluriactives, parce qu'elles ne sont pas forcément entrepreneurs, celles-là, mais les femmes pluriactives, on les forme justement à cumuler leurs emplois ou comme là, faire du flexiprenariat, on les apprend, on les forme. Et mon deuxième petit hobby, c'est H2Human, qui est une entreprise qui est plus de la stratégie d'acquisition client, puisqu'on revient à la vente qui est mon bébé premier. Donc, j'ai ces deux entreprises. Puis, pourquoi je me casse le bicycle? Tout simplement parce qu'il y a une idée qui ramène à tout ça. Dans la vie, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de tout ce que j'aime. Ça, c'est comme quand tu arrives dans un magasin, une pâtisserie. Moi, je suis super gourmande. J'arrive dans une pâtisserie, il y a plein de gâteaux. Mais pourquoi il faut que je choisisse? Mais ça, c'est un concept assez bizarre. Donc, non, moi, je prends tous les gâteaux et puis je les mange, voilà, je mange à moitié de chacun. Et puis voilà. Donc, dans la vie, c'est à peu près la même chose. J'ai mis 16 ans, en fait, à comprendre que j'aimais être salariée. Parce qu'au départ, ça, c'est pas, il y a tout un processus, hein, le flexiprenariat, c'est pas peut-être quelque chose qui est aussi clair pour tout le monde. Pour moi, on va dire, j'ai 46 ans, là, je commence à avoir du bagage. Je suis la plus jeune dans l'équipe, je suis contente de le savoir en expérience, mais je suis la plus vieille, il faut le dire, en âge. Tout ça pour dire que mon expérience de vie m'a amené qu'au départ, j'ai été salariée comme à peu près tout le monde. Je suis sortie de l'école, puis voilà. Et que c'est au travers de ce chemin de vie, un jour, j'en ai eu ras-le-bol, enfin un jour, au bout de 16 ans, j'en ai eu ras-le-bol en me disant non, moi, je veux être entrepreneur. Puis je pensais que c'était comme la solution à plein de choses que je ressentais. Pour finalement m'apercevoir en arrivant au Québec, donc quelques années après, ça fait maintenant 8 ans, que finalement, non, mais moi, j'aimais les deux mondes. J'aimais effectivement, comme tu l'as dit, Stéphanie, tout à l'heure, j'aimais être salarié parce que c'est une certaine stabilité financière, on ne se le cachera pas, une certaine routine qu'on instaure, donc ça nous permet de caler plus facilement, d'organiser plusieurs sphères familiales plus facilement. Donc moi, j'aime ce côté-là. Et de l'autre côté, l'entrepreneuriat, ça m'amène tout mon côté créativité, autonomie, ça me développe dans d'autres sphères de ma vie. Donc moi, j'ai très, très longtemps pensé que je n'étais pas entrepreneur parce que justement, j'alternais avec des jobs. En fait, tout ce que tu as dit tout à l'heure, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu ces cycles-là pour finalement, il y a 3 ans de ça, découvrir que j'étais donc une slasheuse, une femme qui cumule plusieurs identités professionnelles, ce qui m'a amené à comprendre que pourquoi je ferais des choix dont maintenant c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, j'assume complètement les deux identités, les deux statuts et c'est totalement gérable. C'est un peu ça. Kyriam, est-ce que tu sais en proportion là, dans les gens qui... Parce qu'avant d'être dans mon équipe, tu as été longtemps dans l'équipe de la mesure STA, là, qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la mesure de soutien au travail autonome, qui est une mesure qui permet, dans certaines conditions particulières, d'être financée pour démarrer un projet d'entreprise. Est-ce que, naturellement, on n'a pas fait sortir les chiffres officiels, mais de ton expérience, serais-tu capable de me dire combien de personnes, à la base, partaient avec un projet d'entreprise et, mettons, comme un flexi, là, et une job, ou des fois des responsabilités familiales ou scolaires, hein? Le flexiprenariat, c'est pas juste d'avoir une job, c'est des fois d'aller à l'université en même temps que de partir une business, d'être en congé de maternité, de s'occuper de ses enfants, d'avoir une business. Fait que c'est ça aussi, le flexi. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure de soutien au travail autonome, c'est une mesure d'emploi. Hein? Donc, elle est réservée aux gens qui n'ont pas d'emploi, comme peut-être sous certaines conditions, et on doit s'engager à temps plein dans notre projet d'affaires. Donc, on ne peut pas vraiment avoir une business à côté ou aller aux études à côté. En tout cas, il y a un nombre d'heures, là, c'est assez restrictif. Donc, les gens qui s'embarquent dans ce processus-là doivent s'engager à temps plein sur leur projet d'affaires. Pour la première année, en tout cas, où ils sont financés. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, après la première année, là, pour diverses raisons, on va décider d'aller chercher un emploi, peut-être à temps partiel, parfois à temps plein, mais ce que je voyais le plus souvent, là, c'est à temps partiel. Est-ce que c'est pour des raisons financières? Parfois, oui. On sait que bâtir une business pour
que ça génère assez de revenus pour se verser un salaire, ça prend souvent plus qu'1 an. Donc, oui, parfois pour des raisons financières, pour avoir une stabilité financière, on va aller chercher un emploi. Mais des fois aussi, c'est pour aller se former. Ça, c'est intéressant. Ça fait 1 an que je travaille sur mon entreprise. Je trouve qu'il me manque quelques éléments ou un petit peu d'expérience dans un domaine ou un nouveau volet que je voudrais rajouter, quelque chose comme ça. Bien, je vais me prendre un emploi pour aller me former, pour aller acquérir d'expérience. Ou un peu comme on a décrit, juste pour un autre aspect de quelque chose qu'on veut vivre, de sa personnalité, un autre volet, tu sais, qu'on a envie d'explorer, puis de jongler les deux en même temps. Fait qu'il y a plusieurs raisons. C'est quelque chose que je voyais beaucoup là, dans le cadre de la mesure STA. Dans notre parcours à nous, partir du bon pied, bien là, il n'y a pas d'exigence. Hein? Donc, on peut démarrer un projet dans le cadre de la stratégie féminine à temps partiel, à temps plein. On peut vouloir le lancer dans 2 mois, dans 2 ans. C'est vraiment... Notre mot d'ordre, c'est flexibilité hein, dans la stratégie féminine. Fait qu'on on est comme ouverte à tout ça. On reçoit des entrepreneurs là, qui ont vraiment des idées, des ambitions très différentes. Et écoute, j'ai pas de statistiques, là, mais c'est quand même une majorité de nos entrepreneurs dans Partir du bon pied qui démarrent le projet alors qu'elles ont un emploi à temps plein ou 25-30 heures par semaine, par exemple. C'est la majorité qui disent, au début, en tout cas, je vais tester. Je teste mon projet, je le démarre, donc je jongle avec mon emploi et mon projet d'entreprise. Puis après, je verrai. Je verrai si je veux lâcher ma job ou pas. Peut-être que je veux continuer, peut-être que non, dépendamment de ce que ça m'apporte. Puis c'est pas juste financier, hein. C'est aussi comment ça me nourrit. Puis ça, je pense que c'est important parce que souvent, quand on entend flexipreneur, mais vous l'avez mentionné toutes les deux, la première chose qu'on dit, c'est « Ah, c'est en attendant que ta business fasse assez d'argent, mais pas nécessairement. » Là. Oui, bien sûr, pour plusieurs personnes, c'est un aspect financier, mais ça peut aussi être bien, ça nourrit quelque chose de différent en moi, je vais chercher quelque chose d'autre. Puis, fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je démarre à temps partiel, je vais voir par la suite si je continue à temps partiel, si je me lance à temps plein, n'importe quel équilibre après là, qu'on veut avoir. Là. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est que toutes les possibilités sont bonnes et sont valides, là, dépendamment de ce que vous voulez faire. Tout à fait. Puis je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous permet en fait de réfléchir là, la discussion qu'on a actuellement là. Puis je trouve que c'est une discussion qui est primordiale. C'est quelque chose qu'on dit souvent dans la stratégie féminine, tu sais, aux entrepreneurs qui ont choisi de nous faire confiance puis de faire un bout dans le déploiement de leur organisation, tu sais, que ce soit en démarrage ou même en croissance là. C'est l'espèce de, on dirait, image unique de ce qu'est un ou une entrepreneur. Tu sais, on a longtemps pensé, en fait, que ça devait être un homme. Finalement, les mœurs ont un peu évolué. Maintenant, on sait qu'il y a des hommes, il y a des femmes entrepreneurs. On a longtemps manqué de modèles. Hein? Tu sais, moi, je disais souvent, là, puis ça fait presque 5 ans maintenant que je travaille sur un projet de livre de portraits de femmes entrepreneurs. Puis la base de ce projet-là, c'était ça. C'est qu'à l'époque où je cherchais des modèles, il y avait des modèles extraordinaires comme Cora, comme Danielle Henkel, comme Lise Wattier, qui sont des femmes fabuleuses, puis qui ont choisi un modèle d'entreprise qui s'apparente beaucoup à ce qu'on voyait dans le modèle masculin. En même temps, les années d'expérience font aussi que c'est un peu différent. Là, maintenant, la variété est plus au goût du jour, on va dire ça. Mais je me disais en moi-même, si tous les hommes devaient se projeter dans Guy Laliberté, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui auraient des freins, tu sais, entre là où je pars et là où je pense qu'il faudrait que j'arrive. Fait que ce projet de livre-là m'amenait à justement réfléchir de l'entrepreneuriat différemment. Puis aujourd'hui, bien, on a le privilège, toutes les 3, mais même toutes les 6, là, je parle pour vous 3 qui n'êtes pas là, de justement rappeler aux entrepreneurs que c'est beaucoup de choses. Tu sais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une destination. Hein? C'est un trajet, c'est un processus. On commence, Kyriam le disait si bien, tu sais, on commence par une idée, par un projet, tu sais, on l'étoffe un petit peu, on se rend compte que ce qu'on a rêvé ou réfléchi, soit c'est pas tout à fait ce que le marché a besoin, ou soit c'est pas tout à fait ce que nous, on a besoin.
Hein? Parce que des fois, on part avec une idée, on se dit, moi, je vais faire ça. Puis là, finalement, on commence à vendre tranquillement, pas vite, puis on se dit, aïe, il me semble que c'est lourd, cet aspect-là, ou ces mandats-là, ou ce fonctionnement-là. Fait que l'entrepreneuriat, c'est assurément un trajet. Moi, je fais souvent le comparatif, pour ceux qui m'écoutent souvent, là, mais je fais souvent le comparatif entre l'entrepreneuriat et la parentalité. Là. Moi, quand j'ai eu ma première fille, j'avais 21 ans, puis à cette époque-là, mes parents me disaient, ne t'en fais pas, tu vas grandir avec tes enfants, parce que moi, j'avais des sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes, qui avaient comme 6-7 ans, puis là, je disais à mon père, aïe, je pense que je serais jamais capable, parce que, mettons, mes sœurs étaient beaucoup plus énervées que mon bébé, là, on va se dire ça. Puis mon père me disait, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas packagés à l'âge de 5-6 ans. Ils donnent le temps de grandir avec. Puis maintenant, elle a 17 ans. Fait que c'est vrai, mais c'est la même chose pour les projets d'entreprise. On commence, on fait nos armes tranquillement, pas vite, on fait des erreurs, on fait des choix, on fait des constats, on développe de nouvelles choses, on fait des pivots. Dans certains cas, on ferme des organisations. Dans d'autres cas, on les revend. Dans d'autres... Tu sais, moi, c'est la business que j'ai actuellement depuis les 5 dernières années, c'est la 5e business que j'ai. Là-dedans, il y en a que j'ai refermé parce qu'elle relevait, tu sais, je faisais de l'événementiel en début de carrière pendant comme une dizaine d'années, puis elle relevait entièrement de moi. Donc, quand j'ai décidé de ne plus faire ou de ne plus faire professionnellement de l'événementiel, parce que j'en fais encore bénévolement pour des organisations, mais quand j'ai cessé de faire ça professionnellement, je ne pouvais pas juste transférer ça à quelqu'un parce que les gens travaillaient directement avec moi. Fait qu'il y en a que j'ai fermé, il y en a que j'ai fait évoluer. Tu sais, il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec des tests psychométriques qu'on utilise aussi à l'école. Puis de là est venu le fait de faire de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, de la gestion du changement. C'est ce qui m'a amené progressivement au coaching. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, je fais presque exclusivement du coaching et de l'accompagnement dans des équipes à l'extérieur de ce que je fais à l'école. Mais c'est important de dire que on va dessiner notre organisation selon ce que l'on est, selon ce que l'on souhaite et que ça va évoluer. Fait qu'une entrepreneur ou un entrepreneur, ça ne peut pas être une seule chose cristallisée dans une petite fiche produit qui dit « voici ce que ça devrait être hein? ». Parce que même individuellement, là, Alex t'en a parlé un peu, mais on évolue, là. Moi, je voudrais mettre un point justement sur ce que tu abordes parce que moi, je fais partie de ces personnes, puis c'est ce que je dis aux participants du parcours Vendre Papa. Je parle toujours de planifier, l'importance de planifier, etc. Et j'y crois fortement que ça augmente, ça nous enlève des désagréments, on va dire. Mais pour autant, la planification c'est pas parce qu'on a une super planification qu'il n'y a pas des aléas. Et ça, c'est la vie de l'entrepreneur qui fait que par ses choix, par ses envies, puis moi, je peux partager quelque chose de très récent. Moi, pour Slashes Academy, j'avais tout mis sur papier, puis ma vision, elle était bien comme il fallait et tout. Puis moi, je voulais en faire une OBNL. Voilà, c'était mon objectif, pour différentes raisons que je ne veux pas exposer, ça serait trop long, mais c'était ça mon objectif. Puis pourtant, tout était calé, organisé depuis des mois et des mois. Et à la dernière minute, parce que simplement mon ressenti, tout d'un coup, je pris conscience. Donc là, on ne parle pas de sur le papier, ça ne marche pas, ni rien. On parle de l'entrepreneur qui est dans son projet et qui dit « stop, ça ne va pas être possible pour moi ». Et il faut avoir, je pense, cette capacité, cette objectivité à se dire, et ce n'est pas que j'ai lâché, ce n'est pas que j'ai eu peur, ce n'est pas toutes ces raisons-là que j'ai bien analysées. On passe beaucoup de temps, on est beaucoup dans le questionnement quand on est entrepreneur. C'est pour ça qu'on a des bons amis qui nous écoutent tout le temps, là, parce que sinon, on n'en finit pas. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est organisé, c'est pas parce que c'est planifié que c'est dans le marbre. Et puis un jour, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur aussi, vous lever puis vous dire non, là où je m'en vais, là, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas là où je dois aller. Vous savez pas l'expliquer, il n'y a rien de cohérent, tout le monde est autour de vous, personne comprend, il se dit ça y est, qu'est-ce qui lui prend encore ce matin de tout lâcher. Puis là, tu es en train de remettre toute la stratégie que tu as mis 6 mois à bâtir, tu dois comme prévenir tes gens, leur expliquer, parce que c'est important d'expliquer à son entourage ce que toi tu ressens. Donc, il faut que le message passe bien pour que la transition se fasse. Puis de là, tu dois te remettre au travail pour réajuster le tir parce que c'est une nouvelle aventure qui arrive. Le flexiprenariat, moi, je pense que ça nous donne une grosse capacité d'adaptation, d'ajustement. Et on est peut-être plus près de nos ressentis. En tout cas, pour les femmes, ce que je remarque beaucoup, on est
près de nos ressentis. Donc, moi, je trouve que le flexiprenariat, moi, je suis à 300% pour ce projet-là. Là. Puis, c'est un métier, moi, je trouve que c'est un métier à l'intérieur de plein d'autres métiers, en fait. Donc, je sais que souvent, ça a mauvaise presse, là, parce que les gens ont l'impression qu'on fait plusieurs choses à la fois, mais ça aussi, on pourra en parler pendant des heures. Là. Mais je suis d'accord avec toi, Stéphanie, sur le sujet que tu avais abordé tout à l'heure. Je trouve que c'est ça. Là, justement, ça, c'est le droit de changer, le droit d'évoluer. Oui, puis c'est vraiment, on l'a dit, mais c'est important d'avoir des modèles parce qu'on n'a pas, c'est ça, la vision de comment la société voit l'entrepreneuriat, c'est souvent un modèle, puis c'est un entrepreneur qui cherche beaucoup la croissance. On pense que quand on devient entrepreneur, on doit avoir des objectifs de croissance. C'est quoi ta vision dans 5 ans? Je vais avoir 500 employés, 600 boutiques, tu sais. Mais c'est pas toujours ça, puis c'est correct quand c'est ça la vision. Mais il faut aussi, qu'est-ce que moi je veux? Si moi je veux créer mon emploi, j'ai pas envie de gérer des employés, c'est tout aussi valable. Puis c'est là où je pense que c'est important d'avoir des modèles, puis de pas penser qu'il y a un seul modèle d'entrepreneuriat qui est très axé sur la croissance. Puis si c'est ça notre objectif, go for it. Mais quand c'est pas ça, il faut s'écouter. C'est ça, tu as parlé, Alex. Il faut s'écouter, il faut voir c'est quoi notre ressenti, qu'est-ce qu'on veut. Quand on dit c'est quoi la vision de l'entreprise, mais c'est quoi notre vision à nous en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur du projet, c'est important de pas le mettre de côté. Puis c'est ça, s'écouter notre ressenti, notre instinct, là, Puis, dans ce que vous dites, les filles, ce que je trouve vraiment fascinant, puis ce que je tiens à appuyer, c'est, oui, il faut s'écouter, mais pas seulement en démarrage. Tu sais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, au début, partent, puis là, sont dans le doute et le questionnement parce que, bon, ça fait partie du jeu, on crée quelque chose de nouveau, on développe quelque chose, on questionne autant nous-mêmes que les autres parfois, puis parfois les autres qu'on questionne, c'est pas ceux qui nous aident à avoir de la clarté, ils créent d'autres enjeux de réflexion, d'autres doutes, bon, parfait, mais je le vois aussi beaucoup en croissance, cette espèce d'impression que lorsqu'on s'est engagé dans quelque chose, puis c'est correct, hein, Alex le disait, c'est correct de planifier, c'est correct d'avoir une orientation, c'est correct, mais c'est aussi correct de bifurquer, de faire des changements, de revoir notre structure, et ce, même en croissance. Pour mon livre, j'ai eu la chance d'interviewer Marie-Pierre Saint-Hilaire, qui est à la tête de Agenda maintenant, anciennement AFI Expertise. C'est l'une des plus grandes, elle est dans les 300 plus grandes PME du Québec. Elle a un bureau à Québec, un bureau à Montréal. Puis elle me disait qu'il y a quelques années, elle avait même pensé vendre l'organisation. Puis dans une discussion avec son père, elle lui avait dit, tu sais, puis elle était mi-trentaine à l'époque, là, tu sais, quand même une jeune entrepreneur avec beaucoup de succès. Puis elle disait, tu sais, je me reconnais plus dans ce qu'on fait, puis dans ce que je fais, puis dans, tu sais, je trouve ça difficile. Fait que c'est pas parce que tu es employé ou entrepreneur qu'il n'y a pas un matin où tu vas te lever dans ton organisation puis te dire, il me semble que ce que je fais ne me convient plus, ne répond plus. Puis souvent, quand c'est à nous, on a peut-être tendance à rester encore plus dedans parce qu'on se dit, ben là, tu sais, il y a plein d'autres mondes des fois dans le même navire que nous. Puis elle m'avait dit quelque chose d'extraordinaire. Son père lui avait juste répondu, Marie-Pierre, tu fais ce que tu veux, tu peux le vendre, c'est certain, puis tu feras d'autres choses assurément parce qu'à l'âge où tu es, puis à la drive que tu as, c'est clair que tu ne vas pas rester assis chez vous à rien faire, mais tu peux aussi le changer parce que rappelle-toi, ça t'appartient, tu sais. Puis elle partageait que ça avait été extraordinaire comme réflexion parce que, tu sais, des fois, il suffit juste d'une phrase qui te fait comprendre ou réaliser des choses. Bien, ça a été la phrase pour elle qui a fait comme, ben, il a bien raison, c'est à moi, tu sais. C'est à moi. Fait qu'est-ce que moi, j'aurais envie de faire? Puis là, tranquillement, pas vite, on se rappelle, c'est un processus. Elle s'est lancée dans un processus de formation. Elle est allée à la Harvard Business School parce qu'elle voulait revoir certaines choses. Elle a travaillé sur des croyances limitantes qu'elle avait. Elle s'est adjointe des personnes pour faire les choses qu'elle trouvait moins cool. Puis elle me partageait qu'une des choses qu'elle aime profondément faire et qu'elle a gardé, c'est de faire le design de ses bureaux. Tu sais, tu te dis, quand tu as autant d'employés, peut-être que tu pourrais te payer un designer, mais elle, ça l'a fait triper. Fait qu'au lieu de faire ce qu'elle doit, tu sais, puis là, je le mets entre guillemets parce que le « il faut »,« je dois », ce sont des mots qui sont excessivement lourds et qu'on utilise, tu sais, bien au-delà de l'entrepreneuriat, mais
rappelons-nous qu'il ne faut pas grand-chose, puis on ne doit pas grand-chose. T'sais. Oui, être présent, être attentionné, être là pour nos collaborateurs, se rappeler qu'on ne peut pas virer la vie de tout le monde à l'envers en 3 secondes. T'sais, tout ça, oui, je suis d'accord. Là, je ne dis pas d'être égoïste et géocentrique, mais ce que je veux dire... égocentrique, je veux dire, excusez. Mais je veux dire, par exemple, qu'il est possible de se dire, OK, ben, je veux faire un pivot. Des fois, le pivot, il ne prend pas 3 secondes. Là, ça dépend. Hein? Autant pour des grosses organisations que des toutes petites. Hein? Des fois, notre organisation, elle est aussi, comme certains employés, des collaborateurs, mais aussi nos familles et tout ça. Fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer en une journée. Mais ce que tu vas changer aujourd'hui, ça va être le premier pas vers quelque chose qui va avoir fait de gros changements éventuellement. Fait que moi, les il faut ou je dois, là, je m'assure de vraiment réfléchir si c'est vraiment une contrainte ou si c'est plutôt moi qui me mets une barrière, là. Fait que je pense que c'est important dans ce que vous disiez, tu sais, se choisir et se rechoisir et se re-rechoisir et se re-rechoisir. J'ai rencontré une entrepreneur il y a quelques années, puis là, je voudrais vous entendre là-dessus parce que là, on arrive à la fin de l'année. Ça fait 15 ans maintenant que moi, je fais un bilan de fin d'année. Un bilan de fin d'année là, sur, autant personnel que professionnel, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont mes grandes réussites, qu'est-ce que je considère que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que je peux améliorer, tout ça. Puis je repars toujours ma nouvelle année avec on en parle souvent ensemble en équipe, là, mais avec un vision board où est-ce que là, je mets sur papier, là, tu sais, moi, je suis encore de la vieille école, là, je découpe des magazines où j'imprime des choses que je mets sur des gros tableaux puis que je trouve le fun. Mais ça amène de la clarté, puis ça met pas forcément de time frame. Tu sais, Alex, tu parles de planif, là, tu sais, un vision board ne met pas de time frame sur quelque chose. Tu sais, c'est pas obligé d'arriver dans la semaine à venir, mais quand tu as une belle vision sur ce que tu souhaites voir arriver, ça arrive beaucoup plus aisément et beaucoup plus rapidement des fois qu'on le pense. Oui, je le vois derrière, Alex, c'est vrai. Fait que je serais curieuse de vous entendre. Tu sais, là, on parle beaucoup de planif et tout ça. Je pense que c'est important comme entrepreneur aussi de faire le point. Ce que je disais au début de ça, c'est l'entrepreneur que j'ai rencontré, elle m'a dit à chaque année, genre à une date précise, là, elle dit à chaque année, je revisite mon désir d'être encore entrepreneur. Comme tu peux revisiter le désir d'être encore avec ton partenaire de vie, de revisiter la job dans laquelle tu es. Puis là, les exemples que je vous donne, moi, j'ai tout le style d'amis. J'ai des amis qui revisitent leur relation à chaque année, ils se disent oui. Puis pour la majorité, ça fait 20-25 ans qu'ils sont ensemble parce qu'ils savent qu'au bout de l'année, ils sont au balotage. Fait que ça marche très bien. Mais même chose pour l'entrepreneuriat. Tu sais, est-ce que c'est encore un modèle qui me convient? Est-ce que vous faites ça, vous, les filles? Moi, oui. Moi, j'ai des tocs avec la planification, celles qui me connaissent le savent. Donc ça, déjà, effectivement, j'essaye justement de m'ouvrir un petit peu plus à des choses différentes parce qu'effectivement, être dans la planification, c'est pas la solution à tout, puis ça prive de plein de choses. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je fais ça. Moi, en fait, chaque année, ça a commencé quand je suis arrivée au Québec il y a 8 ans. Parce que quand je suis arrivée au Québec, j'avais une phrase qui disait « J'ai pas fait 5700 kilomètres pour revivre et refaire les mêmes choix et revivre les mêmes choses. » C'était hors de question dans ma bulle à moi. Puis là, je parle que de moi. Je parle pas de ma famille. Je parle que de moi. C'était inconcevable. Donc, je me suis dit « OK, comment ?» Et puis j'avais pas une belle expertise en entrepreneuriat. Là, OK, j'avais travaillé en tant qu'entrepreneur, mais c'était pas les mêmes modèles. Donc, puis un pays différent, culture différente, enfin tout. Mais j'avais juste un truc en tête, je me disais, qu'est-ce que je peux faire chaque année qui va me permettre de devenir une meilleure personne? Donc, je n'avais pas un objectif entrepreneurial. J'étais déjà centrée sur moi, la femme, parce que je me disais, si j'ai fait tant de kilomètres, j'étais maman, j'étais épouse, j'avais plusieurs casquettes professionnelles. Oui, mais la femme, à l'intérieur de tout ça, elle veut quoi, elle? Et c'est très rigolo parce que chaque année, à peu près la même, moi, fin septembre, là, mon prévisionnel de l'année d'après est fait, ma planification est faite, enfin, tout est bordé. Et Alexandra, c'est une exception, je tiens quand même à le spécifier. Non, mais j'ai dit que j'avais des créer de pression, là. Hein? Non, j'ai dit que j'avais des tocs quand j'ai commencé. Donc, surtout, c'est pour vous dire que il y en a aussi des comme moi et puis que c'est très, très valable aussi. Hein. Oui, mais tout ça pour vous dire que l'ironie, c'est que généralement, je travaille sur moi et puis j'ai un objectif par an, mais qui est centré sur moi. Cette année 2022, c'était apprendre à m'amuser.
en fait, je me suis parmi tout le cheminement qu'on fait, je me suis rendu compte que j'étais une fille bien plate, comme vous dites ici, parce que en fait, je pense toujours à ça, c'est un dérivé de la vente, hein, la performance, comment optimiser mon temps, etc. Donc, je transforme tout ce que je fais, je le transforme en quelque chose qui doit être concret, doit me servir dans différentes sphères. C'est génial sur le papier, mais dans la réalité, à 46 piges, c'est épuisant. Donc, est arrivé un constat, me dire, ouais, mais mes enfants grandissent, ma fille est née aussi à 17 ans, c'est 12 et 17 ans, je suis venue dans un nouveau pays pour vivre de nouvelles expériences. Ouais, mais est-ce que ce point-là, est-ce que j'ai la sensation, 8 ans après, d'avoir fait, de m'être amusée, d'avoir découvert plein de choses, et là, non, triste constat de m'apercevoir que sur le plan professionnel, je pense que je suis pas mal satisfaite de ce côté-là, mais d'un point de vue personnel, oui, ok, je fais du sport, c'est génial, mais est-ce que je sais m'amuser? Non. Puis mes filles c'est souvent mes filles qui me disent t'es plate. On peut compter sur nos enfants pour être nos meilleurs entraîneurs. Non, je vais pas faire un jeu de société parce que j'aime pas ça. Ben non, puis c'est une perte de temps, on n'apprend rien. Mais non, je vais pas faire ça parce que j'apprends rien. Et je me suis rendu compte que c'était devenu courant dans mon langage et qu'il fallait que je change ça. Donc j'ai appris à m'amuser cette année. Je me suis mis des objectifs d'amusement. Donc oui, j'ai fait du bourra park, j'ai fait plein de trucs insensés. J'ai monté dans les arbres, j'ai fait des trucs, j'ai dansé au milieu de la cour, j'ai fait des TikTok avec mes filles. J'ai fait des trucs que j'ai juste envie de faire, qui n'est pas concevable ou correct de faire, mais que moi, j'ai fait quand même. J'ai fait des challenges à me coucher dans la rue en faisant l'ange dans la neige dernièrement. Des choses un peu bizarres, mais qui ont fait que j'ai adoré cette année avec cet objectif qui est complètement inhabituel d'apprendre à m'amuser. Et voilà, donc comme quoi on peut avoir des objectifs complètement farfelus, mais qui m'ont appris à me découvrir, à prendre du plaisir. Et le constat est, oui, on peut s'amuser, développer d'autres choses dans sa vie que de tout le temps vouloir dans quelque chose de plus carré. Donc oui, moi tous les ans, c'est ça. L'année prochaine, c'est apprendre à briller. Et vaste sujet. Effectivement. Ben, c'est bien parti aujourd'hui avec l'activité ouais. Sylvie, là, tu brilles. C'est un bon départ, effectivement. Kyriam, est-ce que tu fais ça? Moi aussi, je suis une fan des objectifs et de la planification, là, fait que Stéphanie, elle aime s'entourer de personnes organisées qui planifient. Fait que c'est sûr qu'on a une petite tendance planification dans l'équipe. Et c'est clairement parce que je ne le suis pas tant que ça. C'est toi qui le dis, on n'a rien dit. Non, c'est ça, nous, on n'a rien dit. Tu pourras nous montrer un autre côté de la médaille. Là. Mais ouais, moi aussi, j'adore me fixer des objectifs en début d'année. Puis, il y a une entrepreneur que je suis sur les réseaux sociaux là, qui, l'année passée, j'ai vraiment adoré ce qu'elle a dit. Avant de me fixer mes objectifs pour la nouvelle année, je fais une petite réflexion sur du ressenti. Puis là, je reviens sur le ressenti, mais elle a dit qu'est-ce que je veux avoir plus, puis qu'est-ce que je veux avoir moins. Fait qu'au lieu de dire tout de suite, je vais m'entraîner 4 fois semaine, puis c'est qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux moins. Là, ça commence à mijoter. Là. On est presque mi-décembre, mais j'ai pas encore tout à fait décidé ma planification en 2022. Mais une des choses que je ressens, c'est que moi, je veux plus aller dehors. Je sais pas, avec les confinements cette année, beaucoup d'être à l'intérieur, réseaux sociaux. Fait que je commence à réfléchir ce que je veux plus pour l'année prochaine, aller dehors. Fait que là, ça aussi, ça peut nous sembler rapport avec des objectifs précis, mais je commence par ça, plus de ci, moins de ça. Après, j'ai aussi des objectifs là, précis. Je sais pas, je vais économiser tant de dollars, je vais lire tant de livres. Puis c'est pas toujours pour la performance, l'apprentissage. La lecture, j'adore lire, mais je prends jamais le temps de le faire. Fait qu'en me mettant un objectif, là, je mets des petits post-it dans mon agenda. Là, tu devrais avoir lu ton premier livre. Puis là, le deuxième, ça m'autorise de dire, bon, ce soir, je fais rien. Il faut que je lise dans mes objectifs. Je me détends puis je lis. Fait que j'aime aussi de ne pas avoir juste des objectifs, là, planification, je sais pas, là, de performance, d'apprentissage. Si on parle plus entreprise, ben là, c'est sûr que moi, je suis pro-planification,
pour son entreprise. Je suis une fan de plans d'affaires, même si on peut faire différents niveaux là, de plans d'affaires. On n'a pas toujours besoin de faire la grosse affaire de 40 pages. On peut faire ça très simple, mais de prendre le temps de se poser les questions. C'est surtout ça, en fait. C'est de se réserver. Puis souvent, on ne prend pas le temps de le faire quand on est pris dans le quotidien. Fait que là, c'est un bon moment, mais on est dans notre business, ça roule, il faut faire ci, ça, envoyer les factures, faire la production, peu importe, puis on prend juste pas le temps de s'asseoir puis de se poser les questions. Puis c'est là où le plan d'affaires, la planification annuelle, la planification stratégique sur 3 ans, peu importe, c'est là où c'est important, je pense, c'est de prendre un temps de réflexion pour vraiment se demander, est-ce que c'est toujours là que je veux aller? Oui, non, bon, sinon, où est-ce que je veux aller? Bon, où est-ce qu'on s'en va? Puis après ça, le comment. Puis là, on rentre dans des objectifs SMART, là, spécifiques, mesurables, etc. Puis j'adore On voit qu'elle aime ça. Hein? On voit que ça transpire, là, la passionnée de planification. Mais c'est que c'est ça tombe bien, important. Vu qu'elle aide nos entrepreneurs à le faire, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est juste que sinon, tu travailles, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas où. Si tu as beau travailler très fort, mais si c'est pas dans la bonne direction ou de la bonne manière, mais c'est un petit peu, tu travailles dans le vide. Fait que c'est poser les questions. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Autant là, si on parle d'entrepreneuriat, flexiprenariat, qui est vraiment dans mon entreprise, est-ce que je veux toujours offrir ce service-là? Est-ce que c'est toujours la bonne clientèle? Est-ce que c'est toujours, bon, etc. Vraiment des questions plus stratégiques là, sur son entreprise ou plus sur notre vie à nous en tant qu'entrepreneurs. Dans les 2 cas, c'est vraiment ça. C'est de se réserver un moment de réflexion. Puis pas nécessairement, aujourd'hui, je fais ça de 13h à 14h. Là. Commence à y réfléchir. Laisse-toi une semaine pour dormir dessus. Des fois, le temps nous éclaire un petit peu. Puis après ça, par exemple, il faut se rasseoir. Puis là, il faut mettre des objectifs mesurables avec des échéanciers. Moi, je vais aller un peu à l'envers de ce que vous dites. Vas-y, on t'attend parce que là, tu nous observais, on savait que tu allais dire un petit quelque chose. Vas-y. Non, mais en fait, moi, c'est que maintenant, avec les années, En fait, moi, je me pose une question à savoir si les actions que je pose, je le fais l'idée par la peur ou l'idée par l'espoir. Fait que ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je suis en train de me bâtir un champ d'objectifs ultra précis parce que j'ai peur de ne pas parvenir à quelque chose ou parce que j'ai l'espoir d'y parvenir? Puis la réponse à ça me donne une bonne orientation. Puis ça, je fais ça avec tout ce que je fais maintenant dans la vie. Là, est-ce que je fais des choix par peur ou par conscience et désir, par exemple. Là. Puis les choses que l'on fait par peur, il y en a toutes. Hein? On en a toutes des gens, là, si les gens qui nous écoutent, c'est sûr et certain, tout le monde fait des choix par peur. Peur de ne pas avoir assez d'argent parfois, peur de perdre des gens qu'on aime, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être vu, peur de... Bon, parfait. Fait que, est-ce que les actions que l'on pose sont faites par peur? Si jamais c'est le cas, on n'est pas dans la bonne énergie en général. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on shift pour, OK, bien, mon insécurité provient de, parfait. Fait que là, je me suis observée. Fait que, mettons, mon insécurité provient du fait que j'ai peur de manquer d'argent. Excellent. Donc, quelle pourrait être l'action ou le souhait qui est, lui, positif en contrepartie? Donc, moi, je suis vraiment plus sur des visions que sur des objectifs carrés pour la simple et bonne raison que j'ai appris avec les années que si je ne suis pas dans la peur et donc dans l'insécurité de manque ou de quelque chose comme ça, je suis vraiment plus dans une vision. Quand je me mets des objectifs, je les atteins. En général, là, je les atteins parce que je fais les choses, mais je les atteins. Je les dépasse pas, je les surpasse pas, je les atteins. Fait que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que quand je mets des visions plutôt que des objectifs carrés, quand je suis dans la bonne énergie, ben je souhaite ou j'ai l'intention de, ou tu sais, cette année, je voudrais doubler mon entreprise ou je veux pouvoir, tu sais, Kyriam, tu disais qu'est-ce que tu veux de plus et de moins. Mais moi, ça fait des années que je dis, par exemple, que je veux voyager plus. Mais tranquillement, pas vite. Ça, cette vision-là m'a amené à financièrement améliorer mes revenus, à
structurer mes projets de façon à ce qu'ils soient possibles pour moi. Mais au-delà de ça, parce que, tu sais, je le rappelle, c'est important, l'entrepreneur et l'humain derrière l'entreprise sont directement corrélés. Fait que ça m'a aussi amené à développer avec mon mari, nos enfants, une mécanique familiale qui nous permet de faire ces choses-là. Fait que je suis pas contre les objectifs, ne vous méprenez pas. Je suis clairement moins structurée que mes collègues, puis c'est pour ça, entre autres, qu'on travaille si bien ensemble. C'est, je pense, pour plein de choses, je suis la vision puis la locomotive, tu sais, parce que j'ai une très forte énergie lorsque je veux que les choses se passent. Puis j'ai une équipe qui est extraordinaire parce que je pense qu'elles adhèrent toutes à ce qu'on veut faire et réaliser, puis chacune à leur façon, parce que là, on en a 2 sur les 5, mais chacune à leur façon amène une partie de ce qu'elles sont dans cette équipe, dont l'organisation, là, dans le cas de Kyriam et Alexandra, mais tu sais, Kyriam, tu disais, oui, l'organisation, la planification, mais Alexandra disait tout à l'heure, ouais, mais tu sais, quand j'ai failli passer à l'action pour l'OBNL, mon ressenti était plus là. Fait que c'est important qu'il y ait un juste équilibre entre ce que j'ai planifié sur papier et ce que je ressens. Moi, ce que je constate en coaching, c'est que trop souvent, puisqu'il a été mis sur papier, ça devient comme une petite cage dans laquelle on ne veut pas déroger. Fait que moi, j'ai choisi d'être plutôt dans des orientations que des objectifs, avec des objectifs. Tu sais, il y a comme un minimum à ça. Là, tu sais, mettons, je veux atteindre tant de chiffre d'affaires. Bon, ben parfait. C'est un minimum, mais l'orientation est portée par quelque chose de bien plus grand que juste un chiffre. Puis ça vient aussi des études que j'ai faites en neurosciences, là, pour ceux et celles qui connaissent un peu moins ça. Ben il n'y a pas personne, tu sais, moi, la motivation, là, je vais en glisser un mini-mot, là, mais il n'y a pas personne qui est motivé à faire quelque chose qui les fait chier. Personne. C'est comme, non, mais c'est une fausse croyance que de penser qu'on va réussir à se motiver à faire quelque chose qui ne nous tente pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on ait quelque chose de bien plus fort qui nous amène à. Fait que si, par exemple, là, tu sais, on parlait de sport tantôt, là, mais si, par exemple, tu détestes t'entraîner, c'est pas vrai que juste parce que tu te dis, je vais me lever, je vais y aller, tu vas y aller. Ça va peut-être durer 2 jours, 3 jours, 6 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours, là, le fameux adage, si jamais tu es très bon à te contraindre à faire des choses, mais éventuellement, ça ne rentrera pas dans ta nature profonde. Alors que si tu te dis, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je voudrais, par exemple, être capable d'aller escalader le mont Everest, prenons quelque chose d'énorme, le mont Everest, où je voudrais pouvoir être en pleine forme pour être là avec mes enfants et mes petits-enfants. Bien, c'est un moteur beaucoup plus fort qui dit « Ouais, OK, t'as peut-être pas le goût d'aller marcher aujourd'hui dehors, là, il fait pas full beau, c'est pas full fun, mais si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras pas demain, puis tu le feras pas après-demain, puis tu vas toujours trouver des bonnes excuses pour pas le faire. » Fait que quand le pourquoi est suffisamment fort, puis qui est attaché à des choses qui ont de l'importance, ben c'est là qu'on est capable de se mettre dans l'action. Puis ça vaut pour les organisations. Moi, les clients qui me disent « Stéphanie, j'arrive jamais à faire telle affaire », je leur dis « Parfait. Qu'est-ce que ça te permet de garder le fait de ne pas y parvenir? » Puis qu'est-ce que ça te permet de garder, là, des fois, c'est du confort, des fois, c'est parce que tu as peur de te planter, des fois, c'est parce que tu as peur de faire une erreur, des fois, c'est parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Fait que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'on fait des choix liés à une peur de X, Y, Z, on n'est pas dans la bonne énergie. Fait qu'il faut qu'on revienne dans qu'est-ce que je souhaite profondément, puis pour quelle raison. Puis c'est ça qui crée le moteur derrière, peu importe l'objectif, que ce soit d'atteindre des chiffres d'affaires de millions de dollars, d'avoir une organisation qui a des centaines d'employés, ou à l'inverse, de vendre 15 000 de ton artisanat que tu aimes faire le soir et les fins de semaine. Mais toutes les réponses sont bonnes tant qu'elles correspondent à ce que toi, tu as comme vision. Puis, tu sais, là, vous m'avez parlé beaucoup de votre côté organisé, mais pour vous connaître toutes les deux, je sais qu'il y a un côté intuitif très, très fort aussi. Puis, c'est super important. Tu sais, c'est correct que ça cohabite. C'est la première étape, en fait. Oui. Pour moi, c'est la première étape. C'est l'intuition, la réflexion, le qu'est-ce que tu veux. Puis après, tu peux planifier, mais si tu planifies
sans te centrer, là. Mais l'intuitif, c'est aussi c'est quelque chose. Puis ça, moi, je l'ai vu quand je suis arrivée au Québec. Ici, l'intuitif est quelque chose d'important et on en parle même dans les écoles. Par exemple, moi, d'où je viens, hein, l'intuitif, c'est relié au côté trop artistique, trop farfelu, trop... Ouais, c'est à la limite de l'ésotérique. Donc, il y a aussi des concepts qu'on découvre avec l'âge, quand on progresse, avec les expériences et tout ça. Puis comme moi, par exemple, c'est un changement de vie qui me permet aujourd'hui de laisser la chance à mon intuition de prendre place, parce que je crois qu'aujourd'hui, jamais de ma vie, d'ailleurs mon mari, ça fait 16 ans, c'est la seule chose qui ne bouge pas dans ma vie, là, c'est mon mariage. Moi aussi, je renouvelle tous les ans, là, je tiens à le dire. Et en fait, c'est très rigolo parce qu'on en discute souvent et mon mari me dit, il y a 16 ans de ça, la personne que tu étais, c'est même pas à changer, c'est à virer à 360 degrés. Donc, et l'intuitif, c'est ce qui est vraiment venu changer la donne. La façon de se percevoir en tant que flexipreneur, la perception qu'on a de soi, la façon de s'assumer. Puis tout ça, ça peut se faire que, à mon sens, ça se fait beaucoup avec beaucoup de prise de décision, beaucoup d'intuitif. Donc, justement, on se pose beaucoup la question de là où on est, où est-ce qu'on a envie d'aller, puis comment on a envie de vivre sa vie. Moi, il y a une phrase qu'on m'a posée un jour, je pense que c'est ça qui m'a cliqué. On m'a dit, Alex, si on devait t'enterrer l'année prochaine, puis cette question, je l'ai entendue ailleurs, mais on ne me l'avait jamais posée à moi. Puis moi, c'est en allant voir un médecin qui m'a dit, Alex, à ce rythme-là, dans 1 an, tu fais une crise cardiaque, tu n'es plus ici. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire avant de partir, Alex? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme chose derrière toi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Comment tu aimerais que tes enfants... Puis, ne me le posez pas comme une question, ce n'était pas un coach ni rien, là. C'était mon ostéopathe qui me disait clairement, tu vas crever dans 1 an. Puis après toi, déjà, cette année, réfléchis à ce que tu veux laisser. Et ça, là, et là, l'intuitif, je te le dis que c'est quelque chose qui a embarqué de suite et je ne changerai rien aujourd'hui. On ne peut pas faire que de l'intuitif aussi parce que quand on est jeune entrepreneur, souvent, on est beaucoup boosté par l'intuitif. C'est là que la planification a peut-être sa petite place pour recentrer un peu les choses pour avancer, faire quelques pas. Mais après, quand on a grandi un peu, il faut aussi relaisser cette place à qui on est vraiment. C'est primordial. Moi, je pense que c'est important que ça cohabite, en fait. Oui. Puis peu importe, hein, peu importe les personnalités, dans certains cas, il y a peut-être trop de pragmatique puis pas assez de « j'écoute ma petite voix ». Dans d'autres cas, à l'inverse, il y a peut-être un peu trop de « je suis mon élan ». Le flow! Oui, c'est ça, tout à fait. Mais en même temps, en fait, là, toute cette discussion, c'est pour ramener à soi. Je veux dire, moi, ma business, ma famille, mes choix. Kyrian, ta business, ta famille, tes choix. Alex, ta business, ta famille, tes choix. Puis c'est comme ça pour chacune d'entre nous. Qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est ça la vérité. Mais chez les entrepreneurs, il faut se rappeler que nos planifications ou nos visions sur 3, 5, 10 ans ne sont pas notre prison. C'est une orientation, puis qu'il faut se donner le droit de s'être trompé, de voir autrement, d'évoluer, que ce soit par des grandes prises de conscience comme celle que tu viens nous partager, Alex, ou par de petites prises de conscience, que ce soit par des situations. Moi, j'ai vu des pivots d'organisation cette année parce que avec la pandémie, ils ont dû mettre tout le monde à pied puis que finalement, ils n'ont juste pas réengagé tout le monde. Fait qu'ils ont fait un pivot dans leur structure. Fait que peu importe ce qui crée le mouvement, y compris si c'est toi-même, c'est valable. Moi, je dis souvent aux gens, là, puis Jeanne, elle trouve ça drôle, là, mais la seule constance dans la vie, c'est le changement. Fait que ceux qui ont besoin d'avoir l'impression de tout contrôler, ben, ils sont souvent malheureux. Fait que c'est sûr que ça va changer, c'est sûr que ça va évoluer, c'est sûr que ça ne sera pas pareil. Donnons-nous le droit, en fait, d'évoluer parce que c'est ce qu'on cristallise dans du statique qui fait qu'après, on n'est plus où on voudrait,
autant personnellement que professionnellement. Hein. Si jamais tu cristallises une business dans quelque chose, ceux qui étaient là au début de la pandémie se sont rendus compte que c'était pas extraordinaire de ne pas avoir rien fait dans les 5, 6, 7, 10 dernières années pour certaines d'entre elles parce qu'elles avaient l'impression d'avoir trouvé le bon créneau. Il faut continuer de se remettre en question, d'évoluer, que ce soit le marché, tu sais, puis les exemples pleuvent, là, mais on le sait, là, comme Polaroid, par exemple, là, tu sais, a pratiquement, tu sais, je sais plus c'est quand qu'ils disaient ça, le métier a pratiquement disparu alors qu'ils avaient dans leur coffre la caméra digitale, mais ils pensaient qu'ils se feraient compétition à eux-mêmes et donc, plutôt que de le faire, ils l'ont gardé. Puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ils ont perdu des parts de marché. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple, tu sais, de grosse organisation, mais je veux dire, des fois, la peur qui nous garde statiques ne nous permet pas d'évoluer vers quelque chose d'encore mieux. Tu sais. Fait que, si jamais je peux, moi, vous laisser quelque chose de cette discussion-là, c'est rappelez-vous, tu sais, pour quelles raisons vous faites les choses. Tu sais, est-ce que c'est par peur ou par espoir? Je vous recommande fortement d'être dans l'espoir. C'est beaucoup plus moteur comme dynamique. Je profite de la fin de cette discussion pour vous remercier, mesdames, d'avoir accepté à pied levé de m'accompagner ce midi et de parler avec moi de choses qui nous importent toutes les 5, 6 grandement. Je remercie le public aussi qui a été là puis qui nous a écoutés. N'hésitez pas à partager, mettez-nous des commentaires, on est toujours content de les voir. Je vais vous souhaiter aussi de notre part à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite de passer du temps dans la douceur, la joie et et le plaisir, comme Alexandra nous a dit. On se revoit en début d'année. Donc, notre première intervention au niveau de la série Entrepreneurs, ça va être Geneviève Grandbois qui va revenir, donc le 19 janvier, tel que prévu aujourd'hui. Fait que je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes. Merci, mesdames, de votre présence. Merci à toi. Avec plaisir. Merci, Stéphanie. Merci.